savons ce qu'il faut faire, mais nous ne savons pas comment le faire. Et voilà, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire trop des émotions, ou je préfère parler directement. Je préfère aller à quelques faits concrets, mais nous savons vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Le comment nous manque. Je prends du recul, on vient en arrière. On sait bien que les villes partout dans le monde sont traversées par des excès de chaleur. Elles sont traversées aussi par des pics intenses de froid. Et on sort d'une période très longue d'expérimentation. On a vu, on a mesuré, on sait bien les règles, qu'est-ce qui fonctionne, combien ça coûte. Mais on ne sait pas comment penser la gouvernance et la mise en œuvre de ce qu'il faut faire. Enfin, il faut être concret. Et sans doute, il faut partir de quelques idées qui circulent contre la ville. Des critiques très dures qu'on a toujours retrouvées dans l'art, dans la littérature, même dans la philosophie sociale. Un peu l'idée que, voilà, c'est la faute de la ville. Que c'est la ville qui produit le pire et qui va détruire le monde, la chose la plus précieuse qu'on a en commun, qui va défier les nouvelles générations. Quelquefois, moi j'aime énormément la critique. La critique de la ville, ça a été toujours de l'urbanisation, de la densité. Ça a été toujours une source d'intelligence, de créativité pour repenser. La critique, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Mais la critique, quelquefois, peut être reprise, instrumentalisée et prendre aussi des parcours avec une petite veine populiste. L'idée même qu'on puisse se passer de la ville pour étaler la population humaine dans des lieux à bas densité, c'est quelque chose d'abominable. C'est quelque chose qui peut risquer de détruire la planète. La critique de la ville, ça peut prendre une forme importante pour repenser les formes de la densité, ou ça peut devenir le support idéologique à des stratégies d'exit individuel, telles que des formes de suburbanisation. Pousser ce qu'on appelle de la bétonisation de la campagne. Il faut bien voir qu'est-ce que c'est la critique de la ville et la forme, les conséquences qu'il peut prendre. Si on regarde un peu aux études sociologiques, on voit bien que face au réchauffement dur des villes, dans les grandes villes du nord comme du sud, les stratégies d'adaptation individuelle sont un peu similaires. Il y a des classes moyennes supérieures qui ont des moyens, qui cherchent à fuir la ville, aller dans la campagne la plus proche, avoir une belle maison, bien profiter de leur voiture, bien profiter des espaces de confort et d'intimité d'un modèle de déplacement one man, one car, ou one woman, one car, avoir une belle piscine et même bétoniser pour son propre vélo. Ou des classes moyennes, des classes populaires qui investissent énormément dans la consommation énergétique, essayent de climatiser leur appartement individuel, ils élargissent leur consommation de biens à très courte durée et essayent de profiter au maximum des espaces rafraîchis des supermarchés et des grandes surfaces commerciales.
cette idée d'échapper à la ville et qu'on puisse avoir un futur qui ne soit pas urbain, c'est une idée qui détruit le sol. Et alors la ville, bien évidemment, engendre des problèmes, mais engendre aussi quelques solutions. Et échapper à la densité n'est pas la solution qui peut être durable dans la durée. Et alors, essayons de réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire faire. Est-ce qu'on a vraiment cumulé une belle bibliothèque d'idées, d'évaluations, de propositions, de projets expérimentés et évalués? Est-ce qu'on peut apprendre des erreurs du passé? Oui. Dans les dernières années, on n'a pas beaucoup avancé en termes systématiques, mais on a quand même cumulé de la connaissance. Plus ou moins, on sait qu'il y a 5 familles de choses qu'on peut faire. Et on sait que les 5 choses sont à faire dans les villes. Bien évidemment, chaque niveau de gouvernement doit faire sa part. Je ne dis pas que la solution au problème d'adaptation climatique est dans les villes. Je dis que les villes ont un rôle à jouer et que la solution ne peut pas être l'utopie d'aplatir la ville et suburbaniser la planète. Et alors, quelles sont les 5 familles de solutions qu'on a accumulées avec nos études et la capacité de collaboration entre chercheurs? Bon, le premier, c'est très simple. Il a une longue histoire et c'est encore valable. Entourer les villes de forêts. C'est-à-dire remplacer une partie des champs de production agricole intensive avec des zones à haute densité, comment on dit en français, boisées. On commence à voir la difficulté. Il ne s'agit pas d'enlever l'agriculture ou la capacité de production d'un pays. Il s'agit de rapprocher l'espace forestier à côté des villes. Deuxième famille de choses qui c'est possible de faire. Augmenter drastiquement la végétation dans la ville. Sauf que ça veut dire déminéraliser, ça veut dire faire un travail minutieux de chaque espace pour enlever du béton et substituer. Ça veut dire repenser le système d'irrigation. Et vous savez, ça c'est délicat, car les villes, surtout les vieilles villes, les belles villes, avec une belle histoire urbaine d'infrastructure et d'urbanisation, ils sont des villes historiques. Elles perdent énormément d'eau. Toutes les villes sont sous-dotées de capacité de maintenir et gérer leur système de canalisation d'eau. Elles perdent beaucoup d'eau. Et pour faire de la végétalisation, on ne peut pas créer une catastrophe humaine et enlever en moyenne plus de 2% de l'eau potable à disposition. Donc, pour faire de la végétalisation, pour rafraîchir la ville, il faut repenser les infrastructures hydrologiques. Mais il faut repenser beaucoup d'autres choses. Barcelone, par exemple, nous a beaucoup enseigné en regardant le rapport entre espace public, capacité de recueillir l'eau pluviale et nouveau système d'irrigation. C'est du lourd. Troisième famille de choses qu'on peut faire. Mais la couleur, les matériaux. On a beaucoup appris de New York. Ils ont fait quand même quelque chose comme 9 millions de mètres carrés de nouveaux toits blancs pour avoir de la fraîcheur. Los Angeles, qui est une ville beaucoup moins dense, elle a changé la texture et la couleur
du béton, des roues. Et bien évidemment, il s'agit de penser le rapport avec l'innovation technologique plus en général dans les deux domaines clés du verre et du béton, du ciment. Encore une fois, c'est du dur. Et il faut savoir que ce n'est pas des petites choses. Les évaluations systématiques qu'on a, par exemple, sur les roues peintes en blanc, montrent que seulement cette petite action permet de réduire les températures nettement, même pendant les pics de chaleur. Quatrième famille, revoir l'hygiénisme. Revoir les couloirs d'air. Valoriser les vieilles intuitions en faveur du vent et contre l'humidité. Perguer la ville pour produire une ombre durable sans effet de rideau plastique. Déplacer éventuellement en superficie une partie de la canalisation d'eau pour aider à refroidir. Water pavement. Mais c'est le défi que beaucoup de villes sont en train de faire. C'est quelque chose qui a du sens, qui est important. On a aussi beaucoup d'anciens étudiants de l'école urbaine qui ont mis leur vie, leur carrière et leur argent à disposition pour créer des entreprises et des boîtes pour produire de l'ombre aussi dans les quartiers défavorisés ou en HLM. Il s'agit d'utiliser le bois, il s'agit d'utiliser des technologies pour favoriser la végétalisation des bâches. Il s'agit de faire de l'ombre. Et on sait bien que des villes comme Séville ont repensé l'ensemble de leur espace public pour les protéger de la chaleur. Et puis ce qu'on connaît très bien. Encore une fois, je ne voulais même pas dire les solutions, car on les connaît. C'est des choses qu'on connaît tous. C'est d'insuler tous les bâtiments, tous les appartements, ceux qui sont moches comme ceux qui sont beaux, ceux qui sont nouveaux ou presque nouveaux comme ceux qui sont vieux. C'est des riches comme ceux des pauvres. Mais alors, si on connaît les solutions, quel est le problème? Pourquoi j'ai dit qu'il nous manque un comment? Car tout ça, ce n'est pas seulement de l'argent et de la capacité technique à mettre en œuvre. Ce n'est pas seulement une capacité traditionnelle de prendre les décisions et les porter à la fin. Tout ça, c'est de la gestion dure, de conflits durs entre groupes d'intérêt et entre citoyens. Ce qu'on a vu, c'est que dès que les villes font des expérimentations, voilà, sur les objectifs, sur le framing, il y a beaucoup de consensus. Mais lorsqu'il faut y arriver à faire, et c'est dur, là, on perd de légitimité, on perd de consensus, on reste à faire des petits bouts d'expérimentation et on n'arrive jamais au bout. On ne sait pas comment faire, ça veut dire qu'on ne sait pas comment gouverner des fortes transformations. Et c'est là un peu le défi de l'école urbaine. Ce n'est pas de donner des recettes, ce n'est pas de seulement regarder la solution technique et son script technologique et économique. Ce n'est pas seulement d'apprendre à faire des levées de fonds et à bien gérer les rapports entre financement interne et externe aux villes. C'est aussi apprendre à gouverner pour résoudre et gérer des conflits. Car le réchauffement des villes est une crise longue. Ce n'est pas un événement, ce n'est pas un point qui engendre beaucoup d'émotions et un fort sentiment d'unité. Il faut tenir sur la durée. Comment? Nous, on ne fait pas du consulting. Nous, on ne fait pas de l'action directe. On n'est pas à service des villes. Mais on prend notre responsabilité. On a mis les enseignantes de l'école urbaine au service de la transition écologique. On va changer notre façon d'enseigner.
car on ne sait pas comment est possible de gouverner ces défis énormes, déplacer des choses pour sauver la vie en ville sans continuer à bétoniser toutes les campagnes de l'alentour. Le défi passe par une pédagogie où on peut se mettre assis l'un à côté de l'autre, enseignants et professionnels, chercheurs et professionnels, alumni et étudiants, étudiants de différentes formations, étudiants plus avancés dans leur carrière, étudiants au début de leur carrière, et travailler ensemble. Vous savez, il y a ce magnifique texte que Boutmy avait écrit pour la fondation de l'École libre de sciences politiques. Il disait deux choses, deux enjeux, des thématiques qui font l'actualité comme objet et une approche historico-comparative comme méthode. C'est la comparaison qui peut nous amener ensemble à revoir les modalités d'approcher le réchauffement climatique. C'est la comparaison et la capacité de historiciser et voir où les villes n'ont pas été capables d'arriver jusqu'au bout. C'est cette capacité, pas seulement d'étudier, mais aussi de produire connaissance avec les étudiants qui nous engagent. Si on arrive, si on va donner une signification à une formation capable de repenser la gouvernance des défis majeurs, alors on aurait été capable d'assumer jusqu'au bout nos responsabilités. Merci beaucoup.